Une femme meurt pendant le travail, mais l'inexplicable se produit plus tard. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. À l'approche de la date prévue pour son accouchement, Melanie Pritchard et son mari, Doug, se sont mis à la recherche d'hôpitaux capables de fournir des soins absolus pour elle et son bébé en cas de problème. Ce n'est pas qu'elle voulait que quelque chose arrive, mais elle n'était pas à l'aise avec ce qu'elle avait découvert sur certains hôpitaux qui ne prenaient pas les bébés aussi sérieusement que les mères lorsqu'il s'agissait de sauver des vies. Cette décision s'est avérée être un tournant pour elle. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne suis pas humain. J'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mélanie était à 39 semaines de grossesse lorsqu'elle a été emmenée dans la salle d'accouchement pour mettre son bébé au monde. Au début de la journée, elle ne se sentait pas très bien et les choses ne se sont pas améliorées au fur et à mesure que la future maman a commencé à ressentir de légers maux de tête et des nausées. Elle appela alors une infirmière pour expliquer comment elle se sentait. Et malgré la vérification de ses signes vitaux, tout semblait aller bien pour Mélanie. Cependant, quelques instants plus tard, son rythme et sa tension artérielle sont tombés à 0. Comme si cela ne suffisait pas, sa peau est également devenue bleue et le rythme cardiaque de leur futur enfant a également chuté dangereusement. Mon mari qui se tenait au bout du lit a vu mon rythme cardiaque et ma tension artérielle s'afficher sur mes moniteurs. Le rythme cardiaque de notre futur bébé a commencé à chuter de façon vertigineuse. Ma peau était devenue d'un bleu profond. Je ne respirais pas et n'avais pas de rythme cardiaque. J'ai fait un arrêt cardiaque. J'étais cliniquement morte et mon bébé était toujours dans mon ventre. Les médecins ont déclenché le code bleu et une équipe m'a emmenée en salle d'opération. Mon mari m'a dit plus tard qu'il avait prié en ces termes. « Dieu, je sais que c'est plus que je ne peux en supporter. Ce qui signifie que tu as un plan et un but dans tout cela, et je te fais confiance. Mais s'il te plaît, si c'est ta volonté, permets-moi de tenir à nouveau ma femme dans mes bras. » Il a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi impuissant et effrayé de toute sa vie. Mélanie a raconté son expérience en se basant sur ce que lui avait dit son mari. C'est à ce moment-là que la nouvelle du cas de Mélanie est devenue virale. Des membres de leur famille ainsi que leurs amis avaient posté des messages à ce sujet et les avaient fait circuler par texto, courriel, tweet et statut sur Facebook. Le message était clair. Ils avaient besoin de l'aide de tous pour prier pour Mélanie. Les choses ont dégénéré assez rapidement et en un rien de temps, le nom de Melanie Pritchard est devenu un nom populaire. À l'époque, à Phoenix, elle est devenue la personne la plus recherchée sur Google et figurait également parmi les principaux sujets d'actualité sur Twitter. Tout le monde tweetait, postait et priait, ce qui a donné à la famille de Mélanie une lueur d'espoir qu'elle pourrait peut-être s'en sortir. La décision de Mélanie de bien se renseigner sur l'hôpital qu'elle a choisi s'est avérée être une excellente décision, car il se battait non seulement pour sauver sa vie, mais aussi celle de sa fille à naître. Quelques instants après avoir vu Mélanie être emmenée dans la salle d'opération, Doug a vu une assistante sociale de l'hôpital et un prêtre s'approcher de lui, et il n'a pas pu s'empêcher de penser que le pire était arrivé, qu'il était veuf et qu'il était venu lui annoncer que sa femme était morte et qu'ils avaient fait tout leur possible pour la sauver. Cependant, les choses ne se sont pas passées ainsi. En fait, on lui a annoncé que sa fille était née sans problème par césarienne. Au bloc opératoire, les médecins ont travaillé fébrilement pour nous sauver, mon enfant à naître et moi. Comme je l'ai dit, tous les hôpitaux ne sont pas les mêmes. Et je suis incroyablement reconnaissante d'avoir choisi un hôpital qui ne privilégiait pas l'une de nos vies au détriment de l'autre. Nous avions une équipe qui s'occupait de nous deux. Par miracle, nous avons toutes deux survécu à cette première agression. Après l'accouchement par césarienne, mon mari est allé voir notre fille à la nurserie, sans savoir si j'étais morte ou vivante. Alors qu'il essuyait les larmes de son visage, les infirmières lui ont demandé le nom du bébé. « Gabriella », a-t-il répondu, « l'héroïne de Dieu », selon Mélanie. Pendant tout ce temps, les médecins se battaient pour sauver Mélanie. Peu après, ils ont annoncé qu'elle souffrait d'une embolie de liquide amniotique et que ses chances de survie étaient très faibles. C'est alors qu'ils ont dit à Doug et à sa famille de faire leurs adieux, ce qui a été une triste expérience pour Doug. Une infirmière a dit à mon mari qu'après avoir utilisé le défibrillateur à plusieurs reprises et commencé la réanimation cardio-pulmonaire, ils avaient réussi à obtenir un faible battement de cœur. J'étais sans oxygène ni pouls depuis environ 10 minutes. Ils ont passé plus d'1 heure et demie à essayer de me réanimer. Le chef de l'unité de soins intensifs a déclaré aux personnes présentes que j'avais probablement été victime d'une embolie de liquide amniotique, EMA, qui est généralement mortelle. Les médecins avaient stabilisé mon état, mais ne pensaient pas que je survivrais et ont encouragé ma famille à faire ses adieux. Mon mari est venu à mon chevet. Il a pris ma main et a dit « Je t'aime, je t'aimerai toujours. Brady et Gabriella sont beaux et t'aiment. S'il te reste de la force, alors bats-toi. »
Malgré mes espoirs, promets-moi que tu suivras ton ange gardien où qu'il te mène. Là où il te mènera, ce sera là où Dieu aura besoin de toi, a dit Mélanie. Par la suite, d'autres problèmes sont apparus et elle a dû subir 2 transfusions sanguines. On a découvert par la suite que pendant la césarienne, les médecins avaient accidentellement coupé une artère et qu'ils ont dû pratiquer une autre opération pour arrêter l'hémorragie. Il est intéressant de noter que les médecins ont trouvé 5 litres de sang dans l'abdomen de Mélanie et qu'ils ont même dû remplir son ventre de serviettes pour comprimer l'hémorragie. Décrivant l'expérience, Doug a déclaré « Ils ont retiré 5 litres de sang de son ventre. Pour mettre cela en perspective, vous ou moi avons 5 litres de sang dans tout notre corps. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a survécu à l'intervention chirurgicale d'urgence, mais son cœur a soudainement commencé à lâcher. Et avec tout ce qu'elle a vécu, elle était toujours inconsciente. Les médecins étaient certains que si elle devait survivre à tout, elle aurait une déficience neurologique. L'hôpital dans lequel elle a été admise n'ayant plus les ressources nécessaires, elle a été transférée dans un autre. En raison de l'insuffisance cardiaque, ma fraction d'éjection n'était que de 5%, alors que la normale se situe entre 55 et 65%. En fait, mon cœur pompait à peine. Mes poumons étaient défaillants et un respirateur respirait pour moi à 100%. J'étais toujours inconsciente et les médecins pensaient que même si je survivais, je serais atteinte de troubles neurologiques. J'ai été transférée dans un autre hôpital, à 1 heure de là, dans un état extrêmement critique. Cet hôpital disposait d'une machine ECMO, qui fonctionne pour le cœur et les poumons, raconte Mélanie. Dans le nouvel hôpital, Mélanie a ouvert les yeux pour la première fois et Doug l'a vue immédiatement. Il était tellement excité. Il lui a demandé comment elle allait et au moment où elle allait subir une nouvelle opération, il lui a montré une photo de Gabriella et à ce moment-là, Mélanie a failli perdre la tête. Les médecins du nouvel hôpital voulaient pratiquer une autre opération pour retirer l'emballage de mon abdomen ouvert et me recoudre. Mais juste avant de le faire, ils ont retenu une partie de la sédation pour évaluer plus précisément mon état neurologique. Lorsque Doug est entré dans ma chambre avec ma sœur, il a vu que mes yeux étaient ouverts et que je regardais autour de moi. Il m'a dit « Hé bébé » sans hésiter. Je me suis retournée, il m'a regardée, et mes yeux se sont mis à déborder de larmes. Il était clair pour lui que je n'étais ni en état de mort cérébrale, ni en état d'ébriété. Inquiet que je ne survive pas à l'opération, ils m'ont montré une photo de Gabriella. Je me suis mise à pleurer. J'ai retrouvé mes forces et j'ai commencé à me tordre et à me tourner pour sortir de mon lit. Ils m'ont donné un nouveau sédatif et m'ont emmenée au bloc opératoire. Pour la première fois, ma famille a ressenti un certain optimisme, même si les chances que je survive à l'opération étaient minces, a déclaré Mélanie. Contre toute attente, elle a survécu à l'opération et a commencé à respirer toute seule. Plus tard, elle a retrouvé son mari et d'autres membres de sa famille. Et il y avait un air d'excitation à l'idée de la voir survivre et peu après, de pouvoir porter son bébé. 4 ans plus tard, lorsque Gabriella avait 4 ans, Mélanie a raconté son expérience à Redbook, se disant vraiment reconnaissante et estimant que Dieu intervient toujours de la bonne manière pour les gens. Depuis que je suis revenue à la vie, je me suis débarrassée de tout ce qui n'est pas important et je me concentre sur ce qu'il est vraiment. Ma famille et la vie que nous menons ensemble sont le paradis sur Terre. Je m'efforce de chérir chaque moment passé avec eux, de leur faire savoir à chaque instant ce que je ressens pour eux et de ne rien considérer comme acquis. On passe sa vie à construire des murs contre ce que l'on ne veut pas ressentir et j'en avais beaucoup. Comme je suis une conférencière qui conseille, j'ai dû endurcir mon cœur pour conseiller les filles et quand je suis revenue à la vie, les murs avaient disparu et j'ai commencé à ressentir une douleur et une joie authentique que je n'aurais jamais cru possible. Je bloquais les émotions négatives et je ne ressentais pas pleinement la joie. On ne peut pas bloquer la négativité et ressentir réellement le bonheur. Depuis lors, j'ai essayé de ne plus construire ces murs. Si vous avez construit ces murs, j'espère que vous n'aurez pas à mourir pour les faire tomber, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, Mélanie est une conférencière motivatrice et sa fille Gabriella a 11 ans au moment où nous écrivons ces lignes. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un pantalon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.